Donc bonsoir, moi je suis Christelle Bonny, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par Sextech for Good. Bon, ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais rappeler que Sextech for Good est un collectif voilà, d'entrepreneurs, tous engagés dans le développement de projets, de produits et de services innovants dans tous les domaines de la sexualité, que ce soit la santé, l'éducation et le plaisir pour toutes et tous, donc y compris la sexualité des personnes en situation de handicap, des seniors par exemple, dont on va parler ce soir. C'est un collectif qui rencontre à peu près 40 startups, un peu plus aussi de 10 personnes d'entrepreneurs solo, des sexothérapeutes. Et voilà, et on essaye de mettre en lumière ce secteur qui est peu connu et pas assez reconnu et de faire passer l'idée que innover dans ces domaines-là, et c'est pour ça qu'on s'appelle Tech for Good, ça a un impact sociétal fort. Et je pense que vous allez aussi le revoir ce soir. Alors, c'est pas beau de vieillir. Voilà une expression que on entend souvent et que moi-même à l'occasion je peux utiliser quand j'ai un peu mal partout. Et pourtant, plutôt que d'être perçue comme une punition, la vieillesse mériterait d'être envisagée comme un privilège. Après tout, devenir vieux, c'est être toujours en vie. Chaque journée qui nous est donnée, en plus, est aussi une journée gagnée sur la mort. Malheureusement, nous vivons dans une société qui mise peu sur l'intergénérationnel et où l'agisme coexiste avec d'autres formes de discrimination, comme le genre ou le handicap, des stéréotypes, des perceptions, des idées reçues, souvent anxiogènes, qui ne nous aident pas à avancer dans la vie de manière joyeuse et sereine. On a ainsi longtemps considéré qu'une femme de 50 ans comme moi, ménopausée, était périmée. Eh bien, je vous le dis, c'est faux. Concernant les seniors, certaines idées reçues persistent aussi. Quelques exemples, les seniors sont inactifs, ils ne savent pas utiliser les technologies, alors que selon l'agence Digital Baby Boomer, 70% des seniors posséderaient un smartphone et un ordinateur. Ils sont aigris, tristes, déprimés, alors que selon un sondage de l'Observatoire de l'âge, 84% des seniors s'estimeraient heureux. Et évidemment, ils n'ont plus de vie amoureuse ni de sexualité. Et c'est sur ce dernier cliché que nous allons nous attarder ce soir avec nos invités, que je remercie d'être là. Donc le docteur Céline Candilier, médecin psychiatre, sexologue, cofondatrice de Always Valentine, membre de Sextech for Good, donc Always Valentine, première plateforme d'information et d'accompagnement de la vie affective et sexuelle des seniors. Le docteur Gérard Rib, qui est psychiatre, sexologue, auteur de nombreux auteurs et articles sur la sexualité, le vieillissement et la conjugalité. Et François Auffray, adjoint de direction chez les Petits Frères des Pauvres. Et voilà. Et merci à vous d'être là pour parler de ce sujet qui, moi, m'enthousiasme et dont je parle depuis longtemps, depuis que j'ai créé l'association Sex Tech for Good. Et comme le dit, je crois, Gérard dans ses conférences, puisque je l'ai vu en septembre il n'y a pas longtemps, plus les années passent, plus je suis proche du sujet. Et donc, c'est sans doute pour ça que je m'y implique de plus en plus. Voilà. On va commencer avec François. Je vais essayer alors de changer l'écran. François, merci. Là, pour les petits frères des pauvres, en 2022, les petits frères des pauvres avaient publié les résultats d'une enquête inédite sur la vie affective, intime et sexuelle des seniors. Une étude menée auprès de 1500 personnes de plus de 60 ans, y compris des centenaires. Une étude dont les résultats sont venus percuter beaucoup d'idées reçues, puisqu'en résumé, et c'est le titre de notre webinaire, l'amour n'a pas d'âge, le désir et le plaisir non plus. On va parler avec vous de cette étude et peut-être en commençant par le contexte et de nous réexpliquer pourquoi les petits frères des pauvres avaient voulu prendre la parole sur ce sujet. Oui, tout à fait. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité pour partager tous ces sujets et le sujet central de l'association. L'Association des petits frères des pauvres, une vieille association de 77 ans, donc une vieille fille elle aussi, qui a donc toute légitimité de parler de ce qui vieillit et de celles et ceux qui vieillissent. Donc depuis 77 ans, l'association a deux missions. L'une, la principale, qui est souvent la plus connue, qui est celle d'être auprès de celles et ceux qui vieillissent et qui sont seuls, et donc de lutter contre l'isolement de ces personnes qui objectivement n'ont plus de proches, plus de famille. Mais l'autre mission, et celle qui m'amène plus à être avec vous ce soir, c'est la mission de témoigner alerté. Depuis 77 ans, nous essayons d'être un peu le porte-voix, ou en tout cas de représenter celles et ceux qui n'ont pas souvent la possibilité d'être visibles. Et donc, l'association, c'est son versant plus militant de faire en sorte de modifier, changer le regard que nous portons. Et quand je dis nous, c'est pas la société, puisque nous en faisons partie, le regard que nous portons sur le vieillissement, la vieillesse, pour redonner une place peut-être différente et bien évidemment meilleure aux personnes âgées.
À ce titre, l'association, chaque année, on mène beaucoup d'actions hein, pour que ce regard collectif, ce regard sociétal change. Chaque année, en tout cas, l'association utilise le 1er octobre, qui est la journée mondiale des personnes âgées, pour sortir un plaidoyer sur un sujet. Et en 2022, nous avons sorti ce sujet vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait du bruit puisqu'on le voit encore que 1 an et demi après, beaucoup en parlent et du coup, pour nous, c'est une réussite. Alors pourquoi ce sujet? Alors d'abord parce que c'est un sujet qui est comment dire, peu évoqué, peu abordé dans le paysage de la gérontologie, de la prise en charge des personnes âgées ou même en société. Et puis bien sûr pour nous, parce que très vite on s'est rendu compte que c'était un sujet, parce qu'il était peu abordé, du coup qui donnait l'occasion d'aller gratter un petit peu justement sur notre regard sur les personnes âgées. Une enquête, alors pour vous dire... Qui est toujours citée en référence, hein. C'est vrai qu'elle était assez inédite parce qu'on a finalement peu de données et peu d'études sur le sujet. Et c'est vrai que c'est l'étude dont tout le monde parle et se réfère. On l'a vu là, le lendemain de la Saint-Valentin, il y a eu beaucoup de prises de parole et beaucoup d'articles, et cette année encore plus que d'habitude sur cette thématique de la sexualité des seniors. On en reparlera avec Céline, même hier soir, un téléphone sonne sur France Inter spécifique. Quelqu'un des petits frères Desfaux était invité, et cette étude reste voilà la référence. Alors, pour nous, ça match, pas tant que ça fasse référence, mais que ça fasse parler, Mmh. et que ça nous interpelle les uns et les autres sur ce sujet, finalement pas si simple, au-delà des grands principes, parce que tout le monde est d'accord, bien sûr, que tout le monde a le droit à une vie intime, affective. Alors, le rapport, il est accessible, hein, chacun peut le trouver sur le site des Petits Frères des Pauvres. Il y a évidemment des interventions de professionnels, mais aussi ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, enfin en tout cas, c'est les personnes elles-mêmes qui ont témoigné, donc 1500 personnes avec les formes classiques d'une population représentative, etc. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent, ces personnes? Elles nous disent quand même, c'est intéressant d'abord que le sentiment amoureux, il persiste, quel qu'elle soit l'âge, quoi. Et je crois que c'est plus de 94% des personnes qui disent, alors surtout celles qui vivent en couple, que du coup, elles continuent à faire vivre et à cultiver cet amour en couple, ce qui est quand même assez chouette. Tous ces aînés, ils nous disent aussi que du coup, que cet amour, il se traduit beaucoup par de la complicité, du rire, par le toucher, par des confidences, des choses très, très intimes, très chouettes, pour faire vivre cet amour. Quand même qu'une personne âgée sur 2 a des relations sexuelles. C'est intéressant. Et que 91% sont satisfaites. Moi, c'est ce chiffre-là qui m'avait fait. Je me dis, tiens, ça, il faut vraiment le dire parce que, en plus, cette semaine, il y a eu aussi beaucoup d'articles sur le fait que, voilà, on faisait moins l'amour, que, a Ah ben priori, que oui, c'était ben une oui. entreprise, que c'était un désintérêt, alors que, j'avais trouvé une autre étude aussi de Durex qui disait que finalement, dans les couples, il y avait que 41% des couples qui étaient satisfaits ou épanouis dans leur vie sexuelle. Et là, voilà, pour les seniors, à 91, ok, super. Ouais, c'est étonnant. Et puis surtout, elle nous parle beaucoup du désir, la désirabilité du corps qui vieillit. Alors, j'en parlais tout à l'heure, en termes aussi des podcasts qui sont disponibles autour du thème Même pas mort en vieillissant. Et là, on a des témoignages de personnes âgées extraordinaires qui parlent du désir de ce corps qui vieillit et comment il est beau, il est désirable. Enfin, en tout cas, c'est super chouette. Elles nous disent que du coup, alors par contre, elles disent aussi que comme ce qui est pas simple, c'est que quand on est seul, Seul. c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a plein de freins. Il y a plein de freins à la fois parce que les lieux de rencontre, quand on vieillit, ça va pas de soi. D'ailleurs, c'est même un problème. En ce moment, on voit que Saint-Valentin, on a aussi beaucoup entendu que même pour les plus jeunes, ça devenait un problème de se rencontrer. Euh, et puis d'autres freins. Alors le frein, par exemple, qui est ça reste quelque chose qui est tabou, surtout quand il s'agit de repartir ou d'imaginer de nouvelles aventures, c'est-à-dire de l'autocensure, de l'auto-tabou, avec quand même aussi des freins pour celles et ceux qui ont un entourage. Ça veut dire c'est pas simple de pouvoir à un moment donné dire à ses enfants, à ses proches qu'on est à nouveau amoureux à 75 ans, ça va pas de soi. Alors, Est-ce que je passe peut-être à d'autres chiffres ou je sais pas non, si ce que non, mais j'ai autant. au-delà des chiffres, parce que je pense que les chiffres, c'est toujours intéressant, mais enfin, en tout cas, ça vient vraiment nous montrer que
que du coup, finalement, au-delà des chiffres, le plus grand enseignement, c'est quoi? Enfin, que finalement, mais en même temps, ça nous réjouit, c'est que quand même, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, le fait qu'on ait besoin de faire ce genre d'études, ça montre qu'on a un vrai problème. Ça veut dire que du coup, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces personnes? Qu'elles sont tout simplement des hommes et des femmes comme les autres. Tout simplement, hein, et que finalement elles ont une existence et que jusqu'au bout, il peut y avoir des bonheurs, que tout ça c'est pas toujours simple, il y a des complexités, des ambivalences, de la joie, enfin en tout cas la vie quoi, et que c'est ce qu'elles nous disent. Alors évidemment ça nous convoque à des enjeux qui sont compliqués parce que qui sont de taille. On a beaucoup plus tendance à aborder aujourd'hui le corps qui vieillit comme un corps qui a plutôt besoin d'être pris en charge, soigné, Soigner. corriger, parce que comme il vieillit, il n'est pas beau, donc il faut le corriger. Et là, évidemment, on pense à la chirurgie et tout ça. Mais on peut-être aborder aussi le corps qui vieillit, pas que comme un corps à soigner, mais un corps qui peut être désirable. Euh, et du coup, ça nous convoque aussi à beaucoup, nous, alors moi je parle en tant que professionnel, hein, auprès des personnes âgées, la façon dont ça nous convoque à des choses très éthiques, finalement, sur les libertés individuelles. Parce que non seulement comment nous, en tant que professionnels ou proches, du coup, on autorise et on permet aux personnes d'avoir cette vie intime et sexuelle là où elles vivent, ça quand même c'est un sacré défi. Voilà. Alors, moi, en Ce tout que cas, j'ai ce que je peux juste témoigner pour conclure, c'est que finalement, peut-être que si on a des choses à changer, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que, bah, sur le principe, j'étais acquis à ça, à tout ça, bien avant cette étude, mais que malgré tout, moi-même, cette étude, elle m'a montré qu'il demeurait en moi quand même quelques approches très agistes sur la question, et que du coup, peut-être que si on veut faire changer les choses, c'est une véritable invitation individuelle à se dire, ben ouais, peut-être qu'il faut qu'on change notre propre regard individuel pour que collectivement, on considère les personnes qui vieillissent comme des hommes et des femmes comme les autres. Ouais, je suis bien d'accord et peut-être qu'on regarde, change même nous de regard sur nous-mêmes, hein. C'est les messages qu'on transmet aussi. Je lisais un rapport là sur l'agisme et en disant un des axes à privilégier aussi pour s'en défaire, c'était aussi d'accentuer les actions aussi sur l'intergénérationnel. Et je trouvais que c'était aussi pour ça que votre campagne l'année dernière, enfin il y a 2 ans, quand le rapport est sorti, la campagne de com et les images, qui était aussi très jolie, de venir aussi interpeller les plus jeunes, parce que je trouve que réfléchir comme ça et de se dire, bah oui, on vieillit, mais la vie s'arrête pas. Je trouve que ça donne une autre Mhm. manière d'avancer dans la vie, voilà, qui est quand même aussi un petit peu plus joyeuse que d'avoir toutes ces images qui sont souvent assez anxiogènes d'une vieillesse et de vieux qui arrêteraient de vivre, et qui, encore une fois, avec tous ces préjugés, ces idées reçues, qui seraient tristes, qui auraient plus de vie sexuelle et qui feraient plus grand chose, quoi. Donc, je trouvais que c'est intéressant parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde et puis qui vient dire que voilà, c'est un apprentissage continu On tout a au du coup, long de la vie. ouais, suite à ce rapport, du coup, qui a montré pas mal d'intérêt, nous avons, comment dire, élaboré des podcasts qui sont disponibles. C'est pas difficile. Vous tapez Les Petits Frères des Pauvres, même pas morts, et vous tombez sur nos saisons 1 et 2 des podcasts. Et toute la saison 1 sur 5 de podcasts sur ce sujet, avec des témoignages, mais succulents, enfin, de personnes où ben, ça nous fait presque des frissons et c'est très chouette. Donc, c'est une invitation à si vous avez envie de vous nourrir un peu plus, allez Ouais, vous c'est sur une YouTube. bonne recommandation. Et juste pour conclure, est-ce que vous pensez que là, en 2022-2024, euh, en partant de ce bruit qui a été fait, les choses changent et commencent à changer? Bah, c'est difficile parce que d'abord, je suis pas, on n'est pas, et l'association et moi encore moins, dans une posture de véritable enfin, capacité de dire les choses ont changé. Mais le fait que ça fasse réagir, que ce soir, vous-même, vous dites, bah, tiens, ça serait bien que les petits frères viennent parler de leur rapport, montre que du coup, on participe à ce changement. Mais il y a du travail, donc il faut surtout pas se satisfaire de ces frémissements. Ah non, on va continuer, comptez sur nous, on va pas lâcher l'affaire. Merci beaucoup, n'hésitez pas après à intervenir, on prendra aussi des questions, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, en tout cas, moi ça me tenait vraiment à cœur parce que quand cette campagne est sortie et ce rapport, je me suis dit, ah oui, mais voilà, enfin, et puis avec beaucoup d'humour et d'oser montrer, voilà, et je trouve que cette Et interrogation sur
normes du corps et désirables, on en a souvent parlé, y compris, enfin, chaque fois qu'on fait des podcasts, souvent, et qu'on soit vieux, qu'on soit pas vieux, qu'on soit valide ou en situation de handicap, elles nous concernent tous, en fait. Qu'on soit le validisme et l'agisme, c'est vraiment des réflexions qu'on peut avoir tous et toutes, ouais, et qu'on doit avoir. Ouais. Gérard, merci beaucoup, Oui, François. Alors, forcément, hein, vous allez encore nous rendre un peu plus optimistes et joyeux. La libido, la sexualité, le plaisir, on ne prend pas sa retraite à 60 ans. C'est quoi alors la sexualité des seniors? Parce qu'on va pas se mentir, on fait plus l'amour évidemment à 80 ans, à 60 comme à 20 ou à 30, mais c'est pas vraiment un problème. On peut s'adapter, il y a des solutions et peut-être même, on l'a entendu aussi avec Céline hier sur le téléphone sonne et on en reparlera aussi avec elle. C'est peut-être un moyen aussi d'avoir une sexualité peut-être même encore plus riche. Oui, bien sûr, mais si je peux me permettre, Christelle, déjà la manière de présenter les choses, c'est de l'agisme. Pourquoi c'est de l'agisme? Parce que c'est faire une comparaison en disant il y a une sexualité à un certain âge et on la comparerait à cette sexualité à un certain âge et avec une autre sexualité qui serait moins que ce que ça a été. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante parce que la notion du moins n'a aucun sens. La notion de la différence, par contre, est extrêmement importante. Notre société a fait une sorte de référentiel d'une sexualité qui serait une sexualité idéale des quadragénaires ou peu importe, mais en tout cas quelque chose qui serait un élément de comparaison par rapport à. Et d'accord, d'ailleurs, moi qui travaille aussi sur les problèmes gériatriques et gérontologiques depuis longtemps, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné, cet élément de comparaison. Donc arrêtons de comparer, pensons les gens dans le moment de leur existence et construisons quelque chose avec eux dans le moment de leur existence où ils sont, non pas en disant c'est moins bien, c'est différent, c'est certes, c'est autre chose, mais moi dans ma pratique de clinicien, ce que j'ai beaucoup rencontré, ce qui m'a beaucoup frappé et qui continue à m'interroger, c'est justement cette difficulté à sortir, même pour les gens, de la... Moi j'ai beaucoup vu d'hommes, par exemple, qui avaient des problèmes soi-disant d'érection, qui n'avaient pas du tout de problème d'érection. Ils avaient une érection de leur âge. Mais du coup, ils n'avaient pas eu cette actualisation de leur corps, ils n'avaient pas eu cette manière de changer leur rapport à eux-mêmes vis-à-vis de leur corps, qui faisait que d'un seul coup, ils se disaient, ben, puisque c'est plus comme c'était dans une autre période de ma vie, donc ça doit être anormal. Et pour moi, un des éléments sur lesquels il faut que nous, en tant que professionnels, on travaille beaucoup, c'est justement sortir de la comparaison pour rentrer dans quelque chose où il y a une évolution qui me paraît extrêmement importante avec l'âge. L'évolution importante, c'est que la performance sexuelle s'estompe vis-à-vis de la relation sexuelle. Notre société, en plus, est une société qui a créé la performance comme étant le summum de la sexualité. Il faut avoir une bonne sexualité. Je ne sais pas du tout ce que c'est avoir une bonne sexualité. Chez les hommes, il faut avoir une bonne érection. Chez les hommes et chez les femmes, il faut avoir un bon orgasme, ce qui n'a strictement aucun sens. Il faut avoir quelque chose qui soit en équilibre vis-à-vis de soi et qui permette de se sentir bien dans la manière dont on est avec soi et avec l'autre. Et c'est pour ça que je trouve que cette dimension de relation et d'évolution en termes de relations sexuelles est essentielle, parce que moi, dans ce que j'entends, dans les consultations ou les échanges que je peux avoir, pas forcément en termes de consultation, mais dans les rencontres que je peux avoir avec différents groupes qu'on me demande d'animer et de rencontrer, c'est que l'acte sexuel n'est plus au centre de la sexualité. La relation sexuelle devient centrale de la sexualité. C'est-à-dire la relation à un autre, la relation à soi, à travers un corps qui s'est modifié, à travers un corps qui a évolué, et c'est à partir de cette relation sexuelle que éventuellement un acte sexuel peut prendre place. Mais pas forcément. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir combien de gens, et en particulier chez des gens très âgés, chez qui l'absence de partenaire est parfois quelque chose de douloureux, l'intérêt pour la sexualité ne diminue pas. La pratique de la sexualité diminue, ça d'accord, soit parce qu'il n'y a pas de partenaire, soit parce qu'il y a moins besoin d'avoir cette fréquence. Là aussi, hein, dans nos consultations
et Céline pourrait en témoigner aussi, il y a un nombre de fois où il faudrait que ça soit tant de fois par semaine, machin. Ça n'a strictement aucun sens. La question, c'est en quoi c'est en équilibre avec moi et en quoi ça parle de quelque chose où je vais partager un moment sympa avec mon ou ma partenaire. Et c'est pour ça que cette dimension d'une rencontre, parce qu'on est vraiment dans cette dimension d'une rencontre, est une dimension qui évolue de plus en plus avec l'âge. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment la question de la séduction se pose d'une manière encore plus précise plus les gens vieillissent. Euh, et un des éléments qui fait que les couples s'endorment dans leur sexualité, c'est qu'ils arrêtent de séduire. Et, voilà. Et ça devrait être normal, quoi. La sexualité tombe de je sais pas trop où. Voilà, c'est un truc qui est arrivé comme ça, au milieu des courses, des enfants, voilà. Hein. L'avantage de la vieillesse, c'est qu'il y a une dimension du temps qui est complètement différente. Et cette dimension du temps laisse la place à d'autres axes qui ont été oubliés, peut-être parce qu'il y avait la réalité d'une vie qui nécessitait un certain nombre de choses, et que du coup, là, cette dimension du temps, qui est le temps de se faire plaisir, le temps d'échanger, le temps de papoter, le temps parfois de s'engueuler aussi, mais s'engueuler, c'est aussi une rencontre. Le pire, c'est l'indifférence. Hein. Voilà, quand il n'y a plus rien, là, il y a quelque chose qui est mort. Mais en On tout avait cas, beaucoup de témoignages hier soir comme ça de gens sur le fameux téléphone sonne qui disaient c'est ma sexualité à 65, 70, 75 ans, elle est mieux parce qu'on prend le temps. On peut des fois prendre tout l'après-midi si on veut, voilà, pour se caresser. Alors bien sûr, c'est pas le rapport comme beaucoup le pensent normatif, effectivement centré sur la pénétration, la génitalité, mais beaucoup plus riche, beaucoup sur les caresses. Dans Les Petits Frères des Pauvres, ils disaient l'intimité, le rire, la complicité. Et donc il y avait cette idée du temps. Et il y avait une autre notion qui revenait souvent, c'était de se dire qu'il y avait beaucoup moins de pression, parce que justement, comme il y avait plus cette performance, en fait, on était beaucoup plus libre, et donc finalement, on jouissait beaucoup mieux. absolument. Et cette notion d'arrêt de la performance est centrale, quoi. La question, c'est, moi, ce que je dis souvent, c'est, on crée un papotage corporel et plus y affinité. Mais comme on papote en parlant, mais il y a des moments où on va papoter physiquement, et puis ça peut aller vers un acte sexuel ou pas. Et ce qui est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sujet-là dont on dit qu'il est encore tabou parce qu'on n'en parle pas, finalement, on devrait se dire, nous les plus jeunes, apprenons en fait de nos aînés de la manière dont ils s'aiment et dont on continue à être heureux ensemble, parce que finalement, se foutre la paix, prendre le temps et ne pas être dans la sexualité ou la performance, je veux dire, ça sauverait peut-être aussi beaucoup de sexualité, beaucoup de couples, beaucoup plus jeunes à la quarantaine ou à la trentaine. Donc finalement, on a peut-être nous à apprendre aussi beaucoup de cette sexualité-là. Mais à mon avis, les vieux sont ceux qui ont à apprendre le plus aux jeunes en termes de sexualité. C'est une évidence, c'est une certitude. Et avec ce que vous avez évoqué, ce côté, on sort de la performance, on s'en fout si ça marche ou pas. Ceux qui sont en souffrance, c'est ceux qui restent justement sur une représentation d'eux-mêmes où il faut à tout prix que. Voilà. Alors que ceux qui sont bien dans leur sexualité, c'est ceux qui se disent, eh ben, voilà, on a un moment, on se fait des câlins, on se fait des bisous, voilà, et puis des moments ça s'arrête et on va regarder FR3. Mais voilà, c'est cette liberté. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est justement cette dimension de liberté. Et puis, il y a une deuxième dimension qui me paraît extrêmement intéressante. Alors, je reprendrai un mot sur cette question de liberté. La question de en quoi conserver une sexualité, ça participe à rester un individu sexué et à continuer à être dans une dynamique de la rencontre avec l'autre. Un des éléments du vieillissement, c'est souvent ce repli et cette peur de la rencontre. On voit de plus en plus de jeunes couples de vieux, avec les divorces qui augmentent de plus en plus ou les séparations tardives. Donc, on a de plus en plus de jeunes couples de vieux. Et moi, ce que j'entends dans ces rencontres avec ces jeunes couples de vieux, c'est quand on a 80 balais sous trapoil devant un mec ou une nana, c'est un peu compliqué, ça. Hein. Donc, ça nécessite quelque chose qui est une création d'une estime de soi, d'une valeur de soi, qui n'est pas forcément sur les mêmes critères qu'on peut avoir quand on a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et puis, dernier point, et je terminerai là-dessus, en termes de liberté. Parce que je pense que c'est un élément clé, et moi j'ai beaucoup travaillé, je continue beaucoup à travailler avec les institutions, et la sexualité pose vraiment cette question de en quoi je reste un individu libre, où que je sois, et quelle que soit l'évolution de mon état de santé.
Et pour moi, la sexualité est un marqueur de liberté. La possibilité d'avoir un acte sexuel ou une rencontre sexuelle marque que je suis encore un individu qui peut garder un choix d'une rencontre avec un autre. Et que je ne suis pas simplement résumé à cette dimension qui était très bien évoquée avant sur le fait que c'est un corps vieillissant qu'on doit soigner, qu'on doit... ce qui est vrai. Hein. Mais en quoi les personnels aussi, et ça c'est mon job et j'y participe, en quoi les personnels, il faut qu'ils arrivent à penser que l'autre, c'est encore, comme ça a été évoqué, un autre vivant et désirant. Et il n'y a pas très longtemps, j'intervenais là dans un EMS, c'est l'équivalent des EHPAD en Suisse. Je suis à Lyon, donc j'interviens assez régulièrement en Suisse. Et dans la formation que je faisais, à un moment, il y a un des aides-soignants qui se met sur sa chaise comme ça, puis qui me regarde, puis qui me dit, mais en fait, le problème, c'est nous. Et je lui dis, Ouais. OK, vous avez tout compris, on peut arrêter là. Je vais arrêter là. Non, mais c'est vrai. Et je voudrais quand même continuer un petit peu sur cette idée de liberté, parce que oui, il y a la rencontre et il y a l'autre, mais il y a aussi une liberté qui est la sexualité qu'on peut avoir avec soi-même et la masturbation, qui est aussi un sujet important, y compris dans les institutions. Et je voulais vous interroger là-dessus, puisque nous, on sait, Sex Tech for Good, on a forcément des entrepreneurs qui créent des produits et des services, donc qui créent aussi des lubrifiants et qui utilisent, qui créent par exemple aussi des cosmétiques, par exemple, et des sextoys. Donc voilà, je voulais aussi avoir votre vision là-dessus, puisque finalement, c'est aussi des choses qu'on peut intégrer à n'importe quel âge et qui peuvent voilà, participer de cette sexualité qu'on garde joyeuse, riche, curieuse. Alors moi, j'ai commencé ma carrière, puisque je commence à avoir quelques kilomètres au compteur aussi, j'ai commencé ma carrière dans les EHPAD avec comme chanson Les Fleurs Blanches. Euh, Moi maintenant, quand je vais dans les EHPAD, j'entends du rock. Parce que c'est des gens qui ont 85 ans. Donc c'est la génération rock'n'roll qui est arrivée là. Donc c'est une génération qui s'est construite dans un rapport à son corps qui est complètement différent par rapport à ce qui existait avant dans les institutions. Autant avant, il y avait quelque chose qui était une norme, et c'est pas péjoratif, mais on va dire judéo-chrétienne, qui donnait un cadre extrêmement précis. Alors que maintenant, les nouvelles générations qui arrivent en institution, c'est des générations donc, au rapport au corps complètement différent, au rapport au plaisir complètement différent, et avec cette idée que, heureusement, dans ces générations-là, de plus en plus, la masturbation n'est pas considérée comme une anormalité. Moi, il m'est arrivé avec une fois une dame, il y a quelques années de ça, une dame qui avait 90 ans qui me disait docteur, j'ai des envies, je me masturbe, donc je suis anormal. Donc elle était encore dans cette représentation d'elle-même, dans une anormalité. Donc donner la possibilité d'avoir cette rencontre avec son corps dans le cadre de l'utilisation de sextoy, c'est vachement intéressant. Parce que c'est, mais j'insiste, c'est pas quelque chose qui est simplement mécanique pour moi. C'est quelque chose qui parle d'une rencontre avec soi. Bien sûr. Une rencontre avec des sensations de son corps. C'est une rencontre de découverte peut-être de plaisir, de trucs qu'on n'avait pas connus avant. Parce que ces générations-là n'ont pas forcément utilisé des sextoys avant. Et du coup, de pouvoir rencontrer ça dans cette partie de leur vie, c'est quand même quelque chose aussi qui participe à la curiosité de l'existence. Un des éléments, c'est bien quand on travaille avec les gens âgés, un des éléments du bien vieillir, c'est la curiosité. Et conserver une curiosité avec son corps, conserver une curiosité dans la rencontre avec les autres, conserver une curiosité dans le plaisir du contact avec les autres. Moi, dans les EHPAD, je fais beaucoup danser les gens. C'est génial de danser. C'est génial. Et surtout ces danses de salon, qui sont ces danses de cette génération-là, ou même le rock d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui synchronise, quelque chose et qui fait que, on découvre des choses, on expérimente, on ose, et peut-être avec quelque chose je terminerai là-dessus, avec quelque chose qui est extrêmement important déjà au niveau des couples et aussi au niveau des institutions, c'est en quoi il y a une bienveillance. En quoi la bienveillance au sein des couples va permettre aux couples vieillissants de pouvoir peut-être expérimenter d'autres choses dans d'autres dimensions d'une sexualité et d'un rapport sexuel, et en quoi la bienveillance d'une institution va permettre aux gens de pouvoir avoir cette liberté d'exercer cette partie d'eux-mêmes. Moi, ce que je dis souvent, dans le travail que je fais avec les institutions, c'est comment on préserve l'intimité des gens, et après, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, voilà. Mais du moment où des lieux de vie, l'espace voilà, des lieux de d'intimité vie. qui est préservé,
Et Mmh. en France, on n'est vraiment pas bon du tout par rapport à ça. Voilà. Bah oui, merci. On va continuer d'en parler. Et moi, la danse est très important aussi, hein, ce mouvement-là du corps. Moi, petite anecdote personnelle, parce que j'ai la chance d'avoir une grand-mère incroyable qui a 103 ans, qui vit toute seule, avec qui j'ai fêté mon anniversaire, qui a dansé jusqu'à 2 heures du matin et qui disait, voilà, c'était quoi le secret de la longévité? Alors, elle disait manger bien, boire pas trop et danser toujours. Voilà. Et elle me disait, mais voilà, ce qu'elle a toujours regretté le plus, c'est d'avoir arrêté d'aller danser à 80 ans. Bah ouais, tous ses copains et copines étaient, malheureusement, ils n'étaient plus là. Mais voilà, en quel point ça l'a gardé en vie et c'est magnifique. Merci beaucoup, Gérard. Voilà, on continue d'être optimiste, même si on voit que pour qu'on puisse toutes et tous vivre cette sexualité épanouie quand on sera senior. D'ailleurs, je ne voulais pas poser cette question-là, mais qui nous revient souvent. On est senior à partir de quel âge? Voilà, parce que c'est une donnée fluctuante en fonction de si c'est un employeur qui parle, si c'est l'INSEE qui parle, si c'est les médecins qui parlent. Gérard, pour vous, senior, c'est à partir de quel âge? Senior, c'est une dimension sociale. C'est en quoi la société dit aux gens qu'ils sont seniors. En quoi la société dit à cet âge-là, vous ne servez plus à rien. Moi c'est extraordinaire. Je vais avoir 70 ans. Hein. Donc, je vais avoir 70 ans, mais je suis médecin. J'ai été professeur d'université. Et tout le monde me dit, mais docteur, il faut continuer à travailler. Hein. Il faut surtout pas vous arrêter. Hein, parce qu'on est dans le... Je vais dire comme on me le dit, dans la merde si vous arrêtez. Oui, Donc, du coup, le regard sociétal qui est renvoyé sur moi n'est pas un c'est pas le regard de même, vieux. bien sûr. Par contre, pour Mhm. d'autres personnes, le regard de la société leur renvoie un côté, ben, vous servez à rien, vous coûtez des sous, vous êtes inactif. Le terme d'inactif est un terme C'est abominable, je vrai. trouve. Voilà, hein. Mhm. Chacun a une place dans la société, dans une action particulière dans la société, et donc c'est le regard sociétal qui fait le vieux. C'est pas l'âge. Je suis bien d'accord. Mais c'est une question qui revient souvent. On nous dit, bah oui, senior, mais c'est quel âge pour vous, senior? Je dis, mais voilà, à partir de quand vous vous sentez senior? Est-ce que vous sentez... Et d'ailleurs, il y en a qui préfèrent senior, il y en a qui disent vieux et qui revendiquent le terme de vieux, voilà, parce que, pour plus qu'il ne soit aussi vu comme, ou entendu de manière péjorative. Donc, Moi, voilà. j'aime Quand bien vous, vieux. vous aimez bien vieux? Oui. Bon, super. Merci beaucoup. On se reparle tout à l'heure. S'il y a des questions, n'hésitez pas là dans le chat. Céline? Oui. Alors, voilà, tu t'es emparé du sujet, je le disais tout à l'heure, membre Sextech for Good avec Always Valentine, donc Ouais. une première plateforme d'information et d'accompagnement de la vie affective, intime et sexuelle, amoureuse et sexuelle des seniors. Peut-être juste pour commencer, voilà, que tu nous parles de la genèse, parce que derrière souvent les projets Sextech, il y a des histoires et des rencontres personnelles. Ouais. Et là, c'est le cas aussi, donc j'aimerais bien que tu commences par Ouais, ça. oui. Et puis alors, je vais juste dire effectivement ce que disait Gérard, à la fois la curiosité, je pense qu'elle est très importante, mais aussi ceux qui étaient les 91% des seniors qui sont heureux dans leur vie sexuelle, je pense qu'effectivement, ils ont eu accès à de l'information et de l'éducation. Et c'est souvent ça qui manque effectivement à ceux qui sont plus en difficulté et qui restent sur les schémas de performance de la vie sexuelle de quand ils étaient plus jeunes. C'est effectivement cette difficulté à trouver de l'information et de l'éducation. Et c'est notamment pour ça qu'est né Always Valentine. Et moi, j'ai effectivement, c'est les rencontres avec les patients qui m'ont amené à créer Always Valentine, et notamment avec Marianne qui avait 77 ans et qui venait pour un premier épisode dépressif majeur, alors elle déprimait pour la première fois de sa vie, alors qu'elle n'avait jamais déprimé avant, parce que effectivement, son mari voulait divorcer, et quand on a petit à petit effectivement pris les choses, cette dépression était grave, parce que ça allait jusqu'à des idées suicidaires. Et quand on a travaillé ensemble avec elle, effectivement, on a même dû l'hospitaliser. L'histoire était que ils avaient plus de relations intimes, et son mari, pour lui, c'était inconcevable effectivement de ne plus avoir de relations intimes, et c'était un motif en fait de divorce. Et elle, son souci était dans l'absence d'avoir de désir, parce qu'effectivement, elle avait du désir que dans une seule représentation de ce qu'était pour elle le désir. Elle n'avait pas pu avoir accès à comment animer et développer un désir chez moi différemment, en fait, avec mon âge, avec mes différences, avec mon corps vieillissant. Et c'est sur ce travail-là, effectivement, qu'on a permis à elle de s'améliorer. Et puis, de là est né mon intérêt, parce que
Moi, au départ, effectivement, peut-être que j'étais dans l'agisme, hein, mais au début de ma carrière de psychiatre et de sexologue, ben, les personnes vieillissantes ou les seniors ou les vieux, comme on veut, c'était pas forcément ma tasse de thé. Et puis, et puis en fait, petit à petit, plus j'ai levé mes barrières et plus je suis allée vers ces personnes-là et plus j'ai trouvé que c'était effectivement un monde formidable, intéressant et où on avait effectivement des choses à apprendre sur la vie. Ouais, et est-ce que tu peux me dire, enfin, je trouve que c'est voilà, une histoire qui est jolie et qui permet aussi, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais ça paraît évident, mais que la santé sexuelle et le bien-être sexuel fait partie de la santé globale, parce que souvent, quand on présente Sex Tech for Good et qu'on parle de sexualité, il y a encore beaucoup de gens qui ont des représentations assez limitantes sur l'importance de la sexualité, le fait que, voilà, ça nous constitue, ça fait partie de notre équilibre. Donc, et on voit bien que, des problèmes d'ordre sexuel engendrent pas jusqu'à la santé mentale, voire le suicide et des dépressions. Donc voilà, il faut vraiment On, dire que c'est un vrai sujet. Nous sommes des êtres de désir, hein, donc Oui. effectivement, quand le désir sexuel est amené à disparaître, effectivement, c'est pas toujours facile pour les personnes. Certains seniors ou certaines personnes vieillissantes font le choix délibéré de mettre de côté ce désir sexuel et c'est tout à fait respectable. Mais il existe et il existe tout au long de la vie et si on souhaite pouvoir le vivre, il faut avoir le droit de le vivre. Alors justement, peut-être en deux mots aussi, qu'est-ce qu'on va retrouver là sur cette plateforme Always Valentine concrètement pour voilà ces seniors-là qui auraient envie enfin soit de trouver des solutions, des réponses, soit de booster, soit d'enrichir leur sexualité. Eh ben, ce que je te disais au début, ce que je te disais au début, de l'information et de l'éducation, parce que je pense que c'est vraiment la base, parce que effectivement, Gérard disait que les personnes qu'on voit maintenant en EHPAD, par exemple, sont des personnes des 68 ans, on va dire. Alors, il y a eu la libération de la sexualité durant les années 68, mais elle s'est pas forcément associée à de l'éducation. Et pour certaines personnes, c'est difficile effectivement d'arriver à développer en fait une sexualité différente qui correspond à leur âge, avec leurs besoins, avec leurs désirs, avec ce qu'ils sont. Mais alors, ouais, il y a des infos, il y a de l'actu, il y aura des conférences et des programmes aussi de Voilà. formation. Et ça aussi, c'est intéressant aussi parce que on leur disait, on pense souvent que les vieux sont assez éloignés du numérique ou de nouvelles technologies. Finalement, toi, tu prends le parti de dire, en fait, non, ça y est, ils y sont aussi. Et comme Climax fait une plateforme pour apprendre l'orgasme ou la sexualité dans enfin, maintenant, ils ont plein de programmes. Nous, on peut aussi faire la même chose sur cette cible des seniors en utilisant les nouvelles technologies. Ils y sont ici, ils participent aux conférences, ils posent des questions, ils aiment bien effectivement, alors peut-être avoir des relations après ils ne répondent pas forcément directement lors des chats comme tu disais, et ils préfèrent après une relation plus intime où ils posent des questions après à la personne qui a des conférences ou à moi aussi, mais ils sont là. Et en parallèle, on a un pied sur l'internet, mais un pied en présentiel parce qu'on a remarqué que c'était important pour les seniors de pouvoir aussi nous rencontrer. Et il y a des cycles de conférences qu'on met en place, notamment dans le 69, où il y a de nombreux seniors qui viennent et qui sont intéressés par ce qu'on leur raconte. Et ça me fait penser à ce qu'on disait au niveau de l'agisme, c'est-à-dire que les seniors sont demandeurs de pouvoir développer certains sujets lors de ces conférences. Et par exemple, moi, j'avais un comité de seniors qui faisait partie d'une mairie qui demandait à ce qu'on puisse parler de sextoys. Et en fait, les représentants de la mairie m'ont dit non, mais nous, on veut absolument pas qu'il y ait ce sujet-là. Vous allez parler de ce qu'est la sexualité, de l'évolution, mais vous n'abordez absolument pas ce sujet. Et on ressent encore cet agisme qui est encore parfois très présent. Alors que finalement, on a fait un live ensemble sur Always Valentine sur les sextoys Et, il a plu et il y a eu pas mal de petites questions après d'avoir des recommandations un peu plus personnelles sur des modèles. Donc voilà. et on a rendu heureuse effectivement plusieurs personnes qui ont continué à nous questionner sur ces sujets-là. Il y a même des EHPAD qui nous questionnent sur ces sujets-là maintenant. Hein.
Ouais, moi je trouve ça voilà très réjouissant. Alors Always Valentine pour les seniors en direct, mais aussi un gros boulot de ta part et d'Always Valentine justement sur les institutions et la formation. Et dans le téléphone sonne, ce que disait hier, hein, il pointait vraiment cette nécessité vraiment de former et d'accompagner pour que le sujet voilà se devienne plus un tabou et que ça devienne voilà quelque chose de normal, d'accepter partout quoi. À travers des formations en ligne et en présentiel pour permettre de créer des espaces de parole ouverts. C'est vraiment ça qui est important. C'est d'autoriser effectivement les seniors qui sont en EHPAD ou en résidence senior, même parce qu'en résidence senior, les directeurs de ces résidences ne permettent pas forcément aux personnes d'évoquer ces sujets. Ils sont en difficulté face à ça. Et effectivement, ces formations-là, créant cet espace, parlant de l'importance de la santé sexuelle, permettant de lever des barrières dans les discussions, permettant aussi de mettre en exergue les droits des seniors, en fait, hein, parce que c'est avant tout effectivement un droit, sont des choses qui sont très importantes. Et on commence à être aidé puisqu'il y a la charte ISA qui s'appelle Intimité, Sexualité, Autonomie, créée en création par la chaire de santé sexuelle de l'UNESCO, qui va défendre et mettre en avant ce droit des seniors. Et alors j'en profite pour parce que peut-être que les personnes qui nous regardent ou qui nous regardons plus tard se rendent pas bien compte, c'est le côté un peu schizophrène toujours de la sextech et de tous ces sujets-là, où on a un cadre et de la réglementation et des choses qui sont prévues et concrètement dans les faits il y a des choses qui ne sont qui n'existent pas. Donc c'est un peu comme l'éducation sexuelle, tout le monde trouve que c'est nécessaire, mais ça fait plus de 20 ans que c'est dans les programmes, mais concrètement il y a que 17% des étudiants, des collégiens et des lycéens qui ont la totalité des cours. Pour la sécurité des seniors, c'est pareil, hein, parce qu'on voit que c'était un des axes prioritaires de la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030. Mais concrètement, quand on voit à la vitesse dans les institutions ou ailleurs dont ça se propage, moi ici à Brest, pareil, on a fait un programme de recherche et quand je suis arrivée, cette directrice d'EHPAD, on m'a dit, non, en fait, le sujet, on n'en parle pas parce qu'en fait, il n'existe pas, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de question, donc ce n'est pas un sujet. Moi, je pense que Gérard pourra témoigner. Si on laisse effectivement l'espace aux seniors, il y a un sujet, il y a de la parole, il y a des demandes, il y a des questions, il y a du désir et il y a de l'envie. Et sur le plan du cadre, là, il y a une évolution importante, c'est que la HAS est emparée du sujet. Et donc, j'ai la chance, le plaisir, je dirais, de faire partie de la commission qui travaille là-dessus. Et donc, fin 2024, on va sortir les premières recommandations de l'HAS vis-à-vis de la sexualité et de la vie relationnelle dans l'ensemble des établissements médico-sociaux, dont les EHPAD. En fait, voilà. Et ça, c'est super, mais c'est vrai qu'après nous, il faut aller plus loin et qu'aujourd'hui, il y a ça qui existe. Et de l'autre côté, on a des entrepreneurs qui développent des choses, des produits et des services et qui ne sont absolument pas ni reconnus, ni soutenus, ou encore de manière vraiment très ponctuelle, très difficile, parce que soit on cumule les tabous, soit on continue de nous dire que c'est des marchés de niche, soit... donc j'espère qu'à un moment donné, tout ça va se rejoindre et qu'à un moment donné, on se dira, OK, puisqu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des besoins qui sont non adressés et que vraiment, c'est de la santé, c'est de l'humanité, on aidera aussi toutes les personnes comme Céline de l'autre côté qui apportent des solutions à pouvoir exister, se développer et créer des vrais projets innovants en France parce qu'aujourd'hui, à date, dans le domaine de la sexualité, il y en a... C'est compliqué d'en mener. Voilà. On peut parler juste d'un sujet qui est les infections sexuellement transmissibles. On sait aujourd'hui que 25% des nouvelles contaminations du VIH sont chez les plus de 50 ans. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Il n'y a pas de prévention de ces IST. Il n'y a pas d'information. J'étais au contre-salon des vieux en novembre. J'ai fait une mini-consultation, j'ai envie de dire, avec une dame de 80 ans qui me parlait de son problème d'herpès génital et que ses compagnons n'étaient pas forcément au courant de ce que c'était et il n'y avait personne qui leur parlait de tout ça en fait. Hein, il y a des camions dans les lycées, dans les facultés, mais il n'y en a pas dans les EHPAD pour transmettre ces informations. Hein.
Bah oui, François, vous vouliez intervenir? oui, puisque par nature, il n'y a pas de sexualité. En tout cas, elle n'est pas présente. Voilà. Mais je me dis, alors vous avez parlé de légiférer, des lois, etc. Oui, il en faut parce que du coup, ça incite, ça pousse, ça cadre. Néanmoins, les lois sur les libertés individuelles, les lois de 2002 du secteur et qui englobent de la petite enfance aux personnes âgées, elles disent des choses merveilleuses. Maintenant, l'exercice des libertés individuelles dans les établissements, on est loin du compte. Vous avez dit tout à l'heure, il faut garantir l'intimité du lieu de vie de la personne et puis après, ils font ce qu'ils veulent dedans. Bon, bah déjà ça ne l'est pas forcément. Donc on a de fait déjà énormément. La loi suffit pas. Ça veut dire que il faut faire vivre des choses. Moi, je suis très sensible. Enfin, ce que vous avez dit là sur la question de faut arrêter de comparer. Moi, ça résonne beaucoup. Ça faut arrêter de comparer parce que finalement, peut-être qu'on aurait intérêt à d'abord regarder les vieux parce qu'ils ont de commun avec nous, enfin qu'ils le sont moins, mais plutôt que de toujours être en train de les observer à travers ce qu'ils ont de différent. Et là, on tombe dans la comparaison. Moi, je suis assez sensible. J'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure là-dessus. Oui, oui, bah, comparaison, on a dit, je parlais de différence, hein, c'est sûr. Mais moi, mon propos, c'était pas de dire qu'il faut plus de lois ou plus de cadres. Je disais juste qu'il y a un certain nombre de textes qui disent que la sexualité des seniors, comme des personnes en situation de handicap, c'est un vrai sujet et qui doit être traité et qu'on doit permettre aux gens d'accéder à une vie sexuelle la plus épanouissante possible et qu'en face de ça, on a des entrepreneurs qui proposent des produits, des services, qui imaginent des choses et que, par contre, ça n'est pas reconnu comme des choses qui sont innovantes ou qui sont utiles ou d'utilité publique parce que ça reste encore dans la case tabou. Voilà. En tout cas, Il faudrait qu'en fait, à un moment donné, il faut que ça se rejoigne parce que on a besoin, les entrepreneurs ont besoin de répondre, on a besoin de travailler avec des soignants, c'est sûr, mais pour l'instant, ça prend pas. Pour un sujet qui nous semble à nous quatre évident, ou peut-être aussi celles et ceux qui nous écoutent, ou les seniors que Gérard et moi on peut rencontrer, hein, comme enfin, on a tous les deux, j'imagine, toi aussi, des exemples de personnes qui ont 75 ans, qui ont rencontré une nouvelle personne et on voit leurs yeux briller et on les voit vivre et ils nous disent que c'est ça la vie et qu'il y a rien d'autre de plus important que ça. On en est d'accord et c'est vrai que pour la société, c'est encore très difficile et qu'on est vraiment pas à pas à défendre ça auprès de nombreux acteurs, effectivement, pour essayer d'avancer. Hein, c'est C'est vrai qu'on est, véritablement on un est beaucoup sacerdoce. sur la question des établissements, mais pas que, parce que toutes les Non, politiques de maintien au domicile font tout à qu'effectivement la fait. prise en charge de la dépendance, donc de la perte de la liberté, de l'autonomie individuelle, elle se passe aussi beaucoup hein, dans des huis clos, au domicile, mais on est quand même beaucoup autour. Moi, j'ai participé à tout un une demi-journée sur la question du risque. Pendant 2 heures et demie, il y avait, comment dire, une table ronde avec des professionnels. Mais tout est tourné autour de limiter le risque. Alors qu'en fait, moi, à un moment donné, je leur dis, mais attendez, mais il faut mourir alors, parce que par nature, la vie est risque. Et ça rejoint peut-être aussi un peu notre débat. C'est-à-dire qu'on voit bien que culturellement, on a besoin de se dire, parce que la sexualité dans les EHPAD, c'est oui, mais attention, bon, alors vous avez parlé des MST, mais c'est aussi, oui, mais Le attention, consentement. eh ben ouais, ça vient compliquer les choses dans notre prise en charge. Déjà, on n'a pas les moyens de tout assurer comme on voudrait. Si en plus on vient rajouter du problème en plus, et puis c'est risqué. Enfin, quand même, le sexe, hein, c'est pas. Ouais, on en parle comme du désir, etc. C'est merveilleux. Et donc, du coup, enfin, la notion du risque, la prise en charge, on est autour de la prise en charge et pas dans de donner de la vie. Et donc, il me semble que c'est quand même un frein majeur pour parler de ces questions-là qui rentrent pas dans la question de la prise en charge. Oui, il y avait une intervention l'autre jour sur, j'ai perdu son nom, qui a beaucoup travaillé sur le microcrédit, ah, je ne sais plus, et qui disait qu'en fait, oui, notre économie aujourd'hui, malheureusement, on est dans une économie de la mort et plus dans une économie de la vie et qu'on met des moyens, voilà, pas au bon endroit. Et j'ai trouvé, c'était assez intéressant quand on commence à réfléchir comme ça rejoint ce propos-là. Il y a eu récemment même un reportage qui est passé sur les réseaux d'un directeur d'EHPAD en Belgique qui emmène certains de ses résidents en boîte de nuit
et en fait où ça se passe vraiment bien, tout le monde est content, les jeunes sont curieux, il y a une interaction et à un moment donné on lui demande bah oui il y a un risque et il dit bah oui il y a un risque et en même temps est-ce qu'on préfère pas que s'il devait arriver quelque chose que quelqu'un meure de bonheur sur une piste de danse que tout seul dans son lit voilà donc Exactement. qu'est-ce qu'on veut voilà donc Et, c'est ouais. et alors, chez Always Valentine, on va essayer une nouvelle piste, en fait. Enfin, moi, je crois beaucoup dans la santé mentale, il y a la paire et danse. Et en fait, nous, on va faire aussi de la paire et danse, c'est-à-dire que j'ai une dizaine de lettres d'intention de futures ambassadrices. Alors, je fais un appel aux hommes seniors qui souhaiteraient être ambassadeurs d'Always Valentine, hein, pour effectivement transmettre, en fait, ces informations, leurs ressentis, comment elles vivent la sexualité à leur âge en vieillissant, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, comment, pourquoi, et de pouvoir aller comme ça faire des conférences au sein d'institutions, mais aussi au sein de communautés de communes ou de choses comme ça, pour effectivement transmettre une information qui peut-être passera mieux puisqu'elle sera de pair à pair et on nous dira, bah, effectivement, c'est les seniors qui parlent aux seniors. Hein, donc ils savent de quoi ils parlent. Bah ouais, peut-être et peut-être qu'un jour c'est les mêmes qui iront dans les collèges et dans les lycées, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à transmettre, donc l'intergénérationnel, il est peut-être aussi à envisager comme ça. En tout cas, je trouve ça vraiment chouette. Je pense qu'il laisse tous ces messages, voilà, positifs, enfin voilà, de plus. D'ailleurs, il faudrait plus que ce soit un sujet, mais c'est comme tellement d'autres thèmes qu'on aborde sur le fait que on devrait tous trouver ça naturel et qu'il devrait rien avoir de tabou et que ça devrait être juste voilà, simple et joyeux. Mais bon, voilà, on a encore un petit peu de chemin à faire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je voulais Euh, juste te dire un truc, parce que oui, avant que je voulais le dire tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Et Céline, tu pourras le mettre en lien. On a fait une série avec l'IREPS de Bretagne, on a fait une série de 10 vidéos que tu as peut-être vues, Oui, oui, euh, oui. qui s'appelle on ne finit jamais de fricoter, euh, qui voilà, aborde d'une manière un peu humoristique et décalée les choses. Et voilà, c'est un outil aussi, je pense, à mettre dans le panier. Qui sont super, qui sont sur Always Valentine d'ailleurs sur le Bon, site, oui, très oui, bien. et qui méritent aussi de parler aussi de quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est les freins de la famille, parce qu'il y a quand même Mm, pas mal de freins de la famille. mm. Hein. La famille est quand même un grand frein à la vie intime et amoureuse des seniors, où effectivement, quand il y a des couples qui reprennent, eh ben, on entend, mais moi j'ai envie, mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais et très souvent, ils sont là et c'est compliqué. Hein. La famille, et c'est pas facile à vivre pour eux, en fait, de se dire, mais ils sont encore vivants, ils ont encore envie de plein de choses, ils ont les yeux qui peuvent briller pour une autre personne, elle va remplacer mon père, il va remplacer ma mère, enfin, des choses comme ça qui sont pas du tout explicitées, où il n'y a pas d'information non plus pour les familles. Donc, ils se retrouvent avec ça, et c'est compliqué pour certains de gérer ça tout seul, en fait. Et du coup, ça développe beaucoup d'autocensure des Mm, Mm, personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est mm. pas tant des conséquences que ça peut avoir, que du coup, pour pas que ça en ait, je m'interdis moi-même, quoi. Donc, mm, mm. Mm, et d'ailleurs, absolument. voilà, les seniors, ils sont OK avec le sujet. On doit changer, nous, notre regard. On doit former plus de professionnels de santé, plus d'accompagnants. On doit en parler plus. Qu'est-ce qu'on peut faire encore voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour que ce sujet-là avance. Des idées, là, parce qu'on a la sextech et peut-être l'apport des technologies, puisque c'est aussi la sextech for good. Qu'est-ce qu'on pourrait, et voilà, est-ce que la technologie aussi, alors on le voit avec Louise Valentine déjà, le fait de, voilà, de proposer des programmes qui n'existaient pas avant, de formation voilà, en ligne pour réfléchir, pour avancer, pour continuer cette formation tout au long de la vie sur la sexualité. Mais voilà, demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Des idées? je ne sais pas s'il y a une idée, mais il y a une dame là, qui s'appelle Marie, qui a dit c'est très compliqué aussi pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Moi, ça me fait penser quand même beaucoup à la question de, là, du coup, pour les professionnels ou les proches, c'est faire la promotion des libertés individuelles, ok, mais sur la question de liberté, jusqu'où on octroie aux personnes la possibilité d'être libres quand on pense qu'elles n'ont plus la capacité enfin, que leur bon jugement est altéré. Et donc, là, ça devient un peu compliqué. Ça Alors, complique. Oui, mais alors, on peut travailler là-dessus, hein, parce que
Moi, à chaque fois que j'arrive dans un EHPAD, les premières questions qu'on me pose, c'est les problèmes. C'est ça. Voilà. Donc, la sexualité est un problème, et le problème, c'est les gens avec des maladies neuroévolutives. Bon, voilà. Sans que la sexualité ait été pensée déjà dans l'institution. Et ce que vient d'évoquer François est extrêmement important, c'est la question du consentement. Ouais, c'est ça. Et qui est centrale. Et moi, ce que je leur dis, c'est comment, dans les actes de la vie courante, vous pouvez repérer ou non le consentement d'une personne. Il y a des actes de la vie courante, en plus, qui sont des actes de proximité, des actes de toilette, l'accompagnement au repas, qui sont des actes de proximité. Et on peut vraiment avoir, pour un certain nombre de personnes, des gens qui vont accepter certaines personnes, en refuser d'autres, etc. Et donc, là, la question d'un assentiment plutôt que d'un consentement est présent. Et puis, il y en a d'autres, on n'a aucun point de repère, et là, il faut les protéger. Et donc, à ce moment-là, il faut rentrer dans une dimension vraiment de soignante, de protection. C'est quand même le premier rôle des soignants. Et à ce moment-là, considérer qu'ils n'ont pas de capacité d'assentiment par rapport aux choses. Mais pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est pas parce qu'on a un Alzheimer qu'on n'a plus de désir. Oui. Pas parce qu'on a un Alzheimer qu'on ne doit plus être touché. Alors ça, c'est impressionnant. Plus les gens ont une pathologie neuroévolutive qui est avancée, moins on les touche. Et après, on s'étonne qu'ils aient envie de toucher les gens. Mais c'est ce que j'explique aux équipes. La base de notre humanité, c'est le contact physique. On est enfant par le contact physique. Et tout au cours de notre existence, le contact physique nous fait humains. Et du coup, on les prive, on ferait vraiment des déprivations sensorielles dans l'absence de contact physique. Et après, on s'étonne qu'ils vont se précipiter sur les gens. Moi, l'expérience que j'ai, qui commence à être grande dans la matière, c'est que si systématiquement on met dans l'approche de ces personnes avec des maladies neuroévolutives quelque chose qui est ce contact physique, j'aime bien le hug des Américains, vous savez, le côté où on prend les gens comme ça, hein, et ben on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de ces éléments d'agressivité sexuelle. Il y a une relation de cause à effet, vraiment de cause à effet. Donc, ce qui me permet de saluer Sandy Boulanger qui travaille et qui est dans le collectif Sex Tech for Good et qui est la dame qui fait des câlins et un reportage récemment et qui travaille sur cette question-là et notamment du câlin de la proximité et en soins palliatifs et on voit à quel point effectivement le toucher, le câlin c'est essentiel. C'est ce qui nous rend humains. Et en même temps, plus on va libérer la possibilité de ne pas se cacher, parce que plus en fait finalement les gens sont pas bien avec cette question, plus ça se vit un peu en cachette ou en coulisses, etc. Et plus du coup on augmente le risque de la question du consentement. Parce que plus les gens finalement vont pouvoir être à l'aise en se promenant main dans la main, on voit, sur la question du consentement, c'est aidant pour savoir si finalement le consentement est plutôt présent ou pas. Et ce que vous dites finalement, c'est quelque chose qu'on doit peut-être vraiment changer. Je ne sais pas comment on y arrive, hein, mais le prisme de la manière dont on regarde les choses, mais globalement dans notre société, toujours sur le côté assez négatif et anxiogène. On le voit, nous, quand on parle, là, il y avait la Saint-Valentin, il y avait beaucoup d'articles sur ces nouvelles technologies qui vont qu'on fera plus jamais l'amour, voilà, qu'un jour on sera complètement désincarné, que les applications de dating, il y a que du mal, ce n'est que des outils. On peut avoir, ça peut être bien aussi, mais voilà, c'est la manière dont on s'en empare. Quand on fait de l'éducation à la sexualité pendant très longtemps chez les plus jeunes, on leur balançait aussi que le côté anxiogène, des maladies, des grossesses non désirées, sans leur parler, voilà, pareil, de la tendresse, de la complicité, du consentement et de vraiment je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent, en fait, notre capacité à ne voir et à s'appuyer sur le côté négatif et anxiogène plutôt que, voilà, sur les côtés positifs du ressort de la vie. Je sais pas, j'ai pas la solution ce soir, mais. Le sexe, c'est joyeux. Hein. Mais oui, mais je pas le terrain de jeu des grands. Le sexe consenti est joyeux, pardon. Et en parler, je pense que en parler, lutter contre les tabous, en parler et toujours en parler. Je pense que ça passe par là. Je prends un exemple tout bête, mais c'est tellement petit, mais en même temps, ça y participe. Et moi-même, j'ai pu participer à dire, par exemple, regarder deux personnes âgées qui se promènent main dans la main, regardez comme c'est mignon. Et ben, cette étude-là qu'on a fait chez les petits frères m'a fait un petit peu cogiter, mais maintenant, quand quelqu'un me dit ça, je dis, mais pourquoi c'est mignon? Parce que les autres, là, c'est pas mignon. C'est très, voilà, donc nous-mêmes, c'est mignon à 4 ans et à 80 ans, quoi. C'est ça. Voilà, et entre les deux, c'est normal. Et ouais, exactement. Et donc, du coup, voilà, ça passe aussi par ça, sur la façon de cette prise de conscience. Évidemment, plus on va permettre des échanges comme ce soir, merci à vous de l'organiser, plus on y participe. Parce qu'il y a quand même dans le fond un changement, alors quand on dit changer le regard, c'est un changement de culture quand même aussi. Hein. Ouais.
puis je suis un peu chauvine, hein, on est un peu entre Lyonnais. Et puis il y a des villes qui participent à aider ça. La ville de Lyon en a fait une thématique cette année prioritaire auprès des CCAS et des personnes qui s'occupent des seniors. Donc voilà, je le dis aussi. Ok, alors Brest, capitale française de la sextech, et Lyon, cette année, capitale française de la sexualité des seniors. Ça Voilà. marche. Je l'accorde, vendu. Et on va continuer, tu le disais, Céline, à en parler, Oui. tant qu'on pourra, et sur tous les autres sujets, parce que je crois que voilà, globalement, à chaque fois on sème des petites graines, justement, vous le disiez François, de faire ce pas de côté et de regarder aussi comment on réfléchit sur soi, sur les gens qui nous entourent. Bah, peut-être, voilà, c'est comme ça qu'on évoluera, et toutes ces barrières, on en a besoin, je crois, collectivement, pour être plus heureux, toutes et tous, voilà, ensemble, dans cette période qui est quand même un petit peu compliquée et torturée. Je vous remercie beaucoup pour cette heure qu'on a passée ensemble sur ce sujet, encore une fois, que je trouve vraiment passionnant.